Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission 26 minutes en Afrique et dans le monde. Désormais partie intégrante des rubriques du dimanche, c'est politique. Il s'agit d'un espace de décryptage des actualités africaines et internationales. Aujourd'hui, nous allons au Tchad où la rupture des accords de coopération militaire vieille de plusieurs décennies avec la France suscite bien des interrogations. S'agit-il d'une volonté du gouvernement tchadien de s'émanciper de l'influence française ou tout simplement d'un repositionnement stratégique vis-à-vis de ce dernier? Par ailleurs, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour des accusations graves. Israël rejette cette décision tandis que la France affirme qu'il bénéficie d'une immunité en tant que chef de gouvernement. Israël étant l'une des puissances avec une force militaire redoutable soutenue par les alliés comme les États-Unis, la CPI saura-t-elle défier cette influence? Pour répondre à ces différentes questions, nous recevons sur ce plateau Rudolf Karl, journaliste, analyste. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Maëlle, et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Également à ma gauche, Julio Arwandino. Vous êtes juriste spécialiste de droit pénal. Bonjour à vous. Bonjour madame, et bien bonjour à chers téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Alors on démarre avec le Tchad, mais bien avant, suivons cet élément. Le gouvernement tchadien, lui, parle d'un tournant historique. Le Tchad, dernier pays du Sahel où la France dispose d'une base militaire et où Paris déploie aujourd'hui environ 1 millier de soldats. Hier soir, quelques heures après le départ du ministre français des Affaires étrangères, N'Djamena a annoncé mettre fin aux accords de défense entre les deux pays. Sur place, Carole Valade. Tombée en pleine nuit, l'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le ciel djaménois. Quelques heures à peine après la fin de la visite au Tchad du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui n'a rien laissé paraître au sortir de sa rencontre avec le président Mahamat Idriss Déby, la France doit considérer désormais que le Tchad a grandi et mûri, que c'est un État souverain et très jaloux de sa souveraineté, a simplement glissé son homologue tchadien, Abderrahmane Koulamala, qui, joint par RFI, parle d'une décision mûrement réfléchi, annoncé très symboliquement ce 28 novembre, qui marque le 66e anniversaire de la proclamation de la République du Tchad. Sans préciser s'il s'agit d'une décision unilatérale ou concertée, le ministre laisse entendre qu'elle devrait entraîner un départ du millier de soldats français stationnés dans le pays. Leur maintien serait contradictoire, dit-il, tout en assurant que ce retrait se fera selon les termes et dans les délais prévus par l'accord de défense. Vous venez de le suivre à travers cet élément recueilli sur RFI. Le Tchad met fin aux accords de sécurité défense avec Paris, dernier maillon de la présence militaire au Sahel. Rudolf Karl, fallait-il s'attendre à cette décision? Honnêtement, je pense plutôt que c'est, pour plusieurs analystes, c'est plutôt une surprise. On n'avait pas vu venir, bon, pour ceux qui suivent de loin l'actualité au Tchad, les relations entre le Tchad et la France notamment, mais pour un observateur plutôt assidu et pointu de ce qui se passe de l'autre côté, il y a quand même eu des signes avant-coureurs. On sait quand même que le président tchadien s'était rendu il y a quelques mois en Russie, a rencontré Vladimir Poutine. Suite à cette visite, on a annoncé l'ouverture d'une enquête contre lui en France pour une affaire de costumes. Il se serait fait confectionner des costumes d'environ 1 million d'euros par un célèbre couturier français. La justice française a ouvert une enquête à ce sujet. Bon, les autorités tchadiennes ont tenté de se défendre sans trop convaincre. Donc, on a senti qu'il y avait une tension, un froid entre N'Djamena et Paris, entre les deux gouvernements notamment. Donc, quand on lit avec ces éléments-là ce qui vient de se passer, on peut dire que quelque part, les autorités tchadiennes veulent montrer aux Français que eux aussi, ils peuvent taper parfois du poing sur la table et aller jusqu'à dépasser les lignes rouges qui, il y a quelques années, étaient quasiment infranchissables. Donc, oui, pour certains, c'est une surprise, mais pour d'autres, il y a quand même eu des signes avant-coureurs. Et il faut dire qu'actuellement,
Le Tchad prépare des élections législatives et depuis très longtemps, il y a une population, une opinion publique au Tchad qui demande à corps et à cri aux autorités locales de mettre fin à la présence française, militaire surtout, dans le pays. Et bon, ce président qui est en train de se bâtir une certaine légitimité populaire a dû prendre cette décision-là en prévision des élections législatives. Ce sont des analyses. On va voir ce que ça va donner dans les urnes prochainement. On va voir si c'est dans ce sens, si cet aspect fait partie des raisons pour lesquelles la décision a été prise. On va le voir dans les urnes très prochainement. L'élection est prévue pour décembre prochain. Donc, on verra un peu ce que ça va donner. Maintenant, la France, comme vous le disiez, est en train de perdre sa dernière principauté dans le Sahel, si vous le voulez. Et bon, je pense que c'est un vent qui a commencé à souffler depuis le Mali. En Afrique maintenant, les Français, en tant que présence militaire, on va dire, ils sont encore en Côte d'Ivoire, ils sont au Gabon notamment, ils sont à Djibouti. Djibouti, c'est une situation plutôt différente parce que c'est un pays qui accueille plusieurs bases de puissance internationale. Ça, c'est un autre cas. On va voir si le vent qui a commencé à souffler par le Mali va continuer sur la Côte d'Ivoire ou le Gabon. On le verra prochainement. Le vent souffle, c'était au départ le Mali, le Burkina, le Niger se sont désengagés. Maintenant, le Tchad, et comme le disait tout à l'heure Rudolf Karl, on espère que ça va tourner également au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce une volonté des États africains de s'émanciper de l'influence française, d'affirmer leur autonomie? Oui, je le pense fermement, parce que, il faut le dire, depuis quelques années maintenant, notamment au regard de tout ce qui se passe dans le Sahel, notamment depuis 2021, avec les coups d'État successifs, la politique française, qu'elle soit militaire, politique, est décriée par les États français. Oui. Ils exigent le départ de la France, et donc c'est un acte qu'on pourrait considérer comme une volonté d'afficher sa souveraineté, parce que le Mali, le Burkina Faso et le Tchad sont des États indépendants, et donc on pourrait considérer cet acte comme une volonté d'afficher leur autonomie. Alors, je reviens à vous, Rudolf Karl. Quelles seront les conséquences de cette rupture sur la fin de la coopération sécurité défense? Alors, conséquence, tout de suite, si on va faire une analyse plutôt géopolitique, étant donné la position stratégique qu'occupe le Tchad en Afrique, vous savez, le Tchad, c'est comme la frontière entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Le Tchad a frontière avec le Niger et le Nigeria qui sont en Afrique de l'Ouest. Et puis, c'est le premier pays qui, si on va commencer à entrer en Afrique centrale, vous avez le Tchad, le Cameroun. Donc, le Tchad a une position plutôt stratégique et la présence militaire française au Tchad ne date pas de maintenant, c'est bien avant les indépendances, dans les années 1900, un peu après 1900, les militaires français ont commencé à marquer leur présence au Tchad parce que c'était un pays stratégique pour les intérêts géopolitiques que cette puissance visait. Maintenant, pour les Français, ils essayent de contrôler, ils disent qu'ils sont dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme, parce que si ça déborde au Sahel, ça pourrait les toucher en haut là-bas. Bon, les intérêts, moi je pense plutôt, sont ailleurs. Vous savez, ces puissances-là, quand elles sont sur nos territoires, c'est souvent pour avoir l'œil sur tout ce qui se passe. Et bon, elles ont des richesses du sous-sol qu'elles exploitent. Donc, cette position stratégique leur permettent d'opérer tranquillement. Maintenant, pour le Tchad, vous savez, le Tchad est un pays où il a frontière avec la Libye, qui est instable, le Soudan,
qui est à côté, qui est en guerre depuis plus d'un an maintenant. Vous avez aussi, quel autre pays? Vous avez, d'un autre côté, il y a les terroristes de Boko Haram qui n'ont pas dit le dernier mot, qui ont attaqué il y a quelques semaines et qui ont décimé plusieurs militaires de l'armée tchadienne. Donc, la présence militaire française dans ce pays, c'est d'abord pour aider le pays à contrer la menace terroriste, mais quand ces forces sont sur votre territoire, ça veut dire que quand vous êtes agressé par un autre pays, elles peuvent intervenir pour vous prêter main forte. Elles sont là pour la formation des troupes, elles sont là pour le partage de renseignements, et puis l'appui logistique aussi à l'armée quand elle est en mouvement, elle combat. Donc, ce côté-là, ça va manquer à l'armée tchadienne. Encore qu'il faut se rassurer, il faut être sûr d'abord qu'effectivement, les Français jouent vraiment le rôle pour lequel ils sont présents dans ce pays. Quand le Tchad est souvent attaqué, on n'a jamais vu les Français monter au front, aider les Tchadiens dans le combat contre les forces étrangères qui attaquent le pays. Ce qu'on retient plutôt, c'est comme une force qui est dans le pays pour appuyer le pouvoir politique. Moi, j'ai encore en mémoire l'année 2008 où une colonne rebelle a failli prendre le contrôle du palais présidentiel avec le maréchal Idriss Déby en ce moment. Il a fallu que l'armée française intervienne alors que ses militaires étaient aux portes du palais pour repousser l'attaque et maintenir Idriss Déby au pouvoir. Donc, cet appui des militaires français pour rassurer le président qui est là, qui est favorable à leurs intérêts, ça va déjà manquer au jeune président qui est là. Bon, on ne sait pas trop pourquoi il a eu le courage d'aller jusque-là, parce qu'il se prive d'un appui en cas de menace sur son pouvoir déjà. Maintenant, l'un dans l'autre, les conséquences, on pourra les prévoir, mais bon, c'est dans les prochains jours qu'on va voir ce que ça donne exactement. Donc, il y a une menace qui peut venir soit du Soudan, soit de la Libye, qui sont des États instables. Et puis, Boko Haram, où normalement les soldats français ont la mission d'aider les Tchadiens à lutter contre tout ce qui est terrorisme. Et ça va manquer. Donc, les conséquences qu'on peut voir tout de suite, c'est ça, en attendant de voir ce que les développements vont donner. Est-ce que le Tchad est-il apte à relever le défi? Bon, l'armée tchadienne, ce n'est pas un secret, ça fait partie des armées les plus rompues au combat dans la sous-région. On l'a vu, c'est au Sahel, au Mali notamment, quand le Mali a été attaqué, c'est les soldats tchadiens envoyés par Idriss Déby qui ont combattu les terroristes là, qui montaient au front aux côtés des soldats français. Et toutes les armées vous le diront, ces soldats tchadiens là, si c'est dans le combat, ils ont le bagage qu'il faut. C'est une armée, comment dit-on, bien équipée, où les hommes n'ont pas peur d'aller au front. Donc, sur ce point, on peut se dire, oui, les soldats tchadiens sont en mesure de relever le défi. Maintenant, il ne s'agit pas d'avoir la volonté des équipements, il faut du renseignement aussi. Et est-ce que, sur ce point-là, si effectivement les Français fournissaient des renseignements à l'armée tchadienne, est-ce que ça ne va pas leur manquer? C'est une question qu'on peut se poser. Et encore que, avant de prendre une telle décision, au nom de la souveraineté, nous dit-on, ils ont dû analyser tous les contours. Et dans le communiqué du ministre des Affaires étrangères, ça a été bien précisé que c'est une décision mûrement réfléchie. Tout a été certainement mis dans la balance et le pour et le contre a été suffisamment pesé avant qu'ils ne prennent une telle décision. Moi, je n'ai pas de doute que l'armée et le Tchad, quand même, saura relever le défi. Encore que j'ai oublié un aspect. Vous savez, le Tchad, le pouvoir politique et les rebelles, ça a toujours été une histoire de l'un menace l'autre régulièrement. Actuellement, il y a des rebelles. Il y a certes eu un dialogue national dans le pays où on a appelé ces rebelles-là. Beaucoup ont déposé les armes, ont rejoint le pouvoir politique, soit en créant des partis politiques, soit en intégrant les institutions. Et il y en a toujours qui sont dans la nature, qui pensent qu'ils n'ont rien à négocier avec ceux qui sont là et qu'eux aussi doivent prendre le pouvoir. Donc cette menace-là, elle existe aussi. Maintenant, c'est aux Tchadiens de parler entre eux pour sauvegarder l'essentiel, maintenant que l'armée française est appelée à quitter le pays.
Merci à vous. Nous allons passer au second sujet. Le mandat d'arrêt international émis par la CPI contre Benjamin Netanyahou, accusé de crimes présumés, suscite de vives réactions, notamment sur l'immunité dont bénéficient les chefs d'État en exercice. Julia Rondino, vous êtes juriste spécialiste de droit pénal. Comment interprétez-vous ce mandat d'arrêt de la CPI contre Benjamin Netanyahou? D'abord, Benjamin Netanyahou a été accusé des crimes internationaux et le 21 novembre 2024, le procureur près la Cour pénale internationale a décidé de lancer un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou pour crimes contre l'humanité et crimes d'agression. En tant que juriste, j'apprécie cette démarche du procureur près la Cour pénale internationale parce que vous savez, c'est un principe de droit que dès la commission d'une infraction, que les autorités compétentes puissent quand même mettre en mouvement l'action publique, et cela vaut tant pour en droit interne qu'en droit international. Et pour que le procureur de la République puisse quand même, et procureur international, autant pour moi, puisse quand même prendre cette décision de poursuite, il y a des travaux préalables qui sont faits, et notamment les enquêtes préliminaires qui permettront au procureur près la Cour pénale internationale d'avoir quand même les éléments d'appréciation à sa portée et de lui permettre quand même de décider en toute connaissance de cause. Et donc, le procureur de la République, au vu de ces éléments, a lancé un mandat d'arrêt international. Bon, des réactions de la part des États, il peut y en avoir parce que, il faut le rappeler, qui parle de la Cour pénale internationale parle également du droit international pénal. Parler du droit international pénal voudra dire tout simplement que les crimes de droit internationaux peuvent quand même être poursuivis dès leur commission. Et les États, et c'est aussi une faiblesse du droit international pénal, parce que dès la mise en place de ce droit, il y a une faiblesse majeure qu'il faut noter, notamment l'absence de la police internationale ou bien de cette autorité près la Cour pénale internationale capable quand même de mettre à exécution les décisions prises par la CPI. Et il y a d'un autre côté, vous savez, le monde est aujourd'hui dirigé par les grandes puissances telles que les États-Unis, la France, la Russie et puis la Chine. Et quand vous prenez les États-Unis, la Chine, la Russie et même l'Israël en question, ce sont des États qui ne sont pas membres de la CPI. Alors les moyens qui doivent permettre à la CPI quand même d'exécuter ce mandat d'arrêt international n'existent pas, de sorte que la CPI est obligée maintenant de faire recours au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et là encore, il faut le rappeler, parce que avant que le Conseil de sécurité se décide, il y a cinq États qui disposent du droit de veto. Et parmi ces États, nous avons déjà la France et les États-Unis qui ont pris position face à ce mandat d'arrêt international délivré par le procureur près la Cour pénale internationale. Sauf que les États ne peuvent pas quand même empêcher la Cour pénale internationale de faire vivement son travail. Rudolf Karl, sachant que la CPI est limitée par sa dépendance au consentement des États et également que Israël bénéficie d'une protection diplomatique au Conseil de sécurité de l'ONU, est-ce que ce mandat va réellement prospérer? Le président russe, je rappelle, hein, c'est pas Benjamin Netanyahou le premier président en exercice à être sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI. Il y a eu d'abord, avant lui, Vladimir Poutine. On n'a pas entendu les Français nous dire que c'était un président, donc il avait une immunité. Alors, le statut de Rome, dans son article 27, a été clair sur ce point. Je l'ai devant moi, je vous lis. On dit que les immunités ou règles de procédure spéciale qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou du droit international n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. Ça veut dire quoi? Simplement, en termes clairs, ça veut dire qui que vous soyez, quand la Cour veut
quand la Cour ouvre une procédure contre vous, il n'y a plus aucune immunité qui vaille. C'est ce que le statut de Rome, qui est le texte fondateur de la CPI, a écrit en son article 27, c'est clair. Maintenant, que les Français nous disent que Netanyahou a une immunité, je pense qu'ils sont dans l'hypocrisie, comme d'habitude, comme je le disais. Ça ne tient pas la route. C'est un justiciable de la CPI et la seule faiblesse de la CPI actuellement, c'est qu'elle n'a pas à sa disposition une force pour exercer ce mandat d'arrêt. Il faut qu'elle collabore avec d'autres États pour arrêter éventuellement les personnes dont elle a besoin une fois si ces personnes... Cela ne justifie pas la force de l'Israël face à la CPI? Oui, mais bon, tous les États puissants sont en quelque sorte protégés par leur puissance sur le point de vue militaire. On se rappelle, il y a quelques années, Fatou Bensouda avait ouvert une enquête. Elle n'a pas émis de mandat d'arrêt, mais elle a juste annoncé une enquête contre des soldats américains dans le cadre d'exactions en Afghanistan. Mais Donald Trump a tapé du poing sur la table. Il a demandé qu'on interdise Fatou Bensouda d'accéder au territoire américain, qu'on gèle tous les avoirs qu'elle a aux États-Unis. La CPI a dû trouver les moyens pour faire machine arrière. C'est ça la justice pénale internationale. C'est une juridiction, avant tout, moi je le dis, les juristes peuvent ne pas être d'accord, mais c'est avant tout politique. C'est politique. C'est compte tenu de votre puissance qu'on vous arrête ou qu'on vous laisse en liberté. Il n'y a pas de doute. Benyamin Netanyahou peut rester tranquille. Il sait que personne ne l'arrêtera pour, comment dit-on, le livrer à la CPI. C'est juste, moi je pense à titre dissuasif que de tels mandats d'arrêt sont émis. Donc, Vladimir Poutine avant lui, je le disais, il est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt. El-Béchir, je rappelle, au Soudan, le président El-Béchir aussi était sous le coup d'un mandat d'arrêt. Lui, il s'est rendu à un sommet en Afrique du Sud. La communauté internationale avait mis la pression sur l'Afrique du Sud pour qu'on l'arrête et qu'on le livre à la cour, mais les autorités sud-africaines se sont empressées pour lui demander de quitter le territoire, même si, entre-temps, la Cour suprême sud-africaine a pris une décision pour qu'on arrête El-Béchir, qu'on le livre à la Cour. Donc, c'est difficile d'arrêter, pour cette Cour-là, d'arrêter des dirigeants en exercice surtout. Le problème s'est posé quand la Cour a ouvert un dossier contre l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta et puis l'actuel William Ruto. Bon, ils ont été obligés d'abandonner les charges parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas facile d'ouvrir une procédure contre un président en exercice. Il y a toute répression qui vient de toutes parts. Donc, je pense que c'est à titre dissuasif que de tels mandats sont émis, même si les crimes commis, il faut le rappeler, sont horribles. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, ça heurte la conscience humaine, que des enfants soient tués comme ça se fait là-bas. Normalement, justice doit être rendue. Mais on est dans le cas où la justice pénale internationale, je le dis, est une justice éminemment politique. Julio Arondino, est-ce que ce mandat contre Benyamin Netanyahou ne risque pas de rester sans suite comme bien d'autres avant lui? Ce mandat lancé contre Benyamin Netanyahou risque de ne pas aboutir, tout simplement parce que le droit international pénal, c'est un droit que moi j'ai toujours qualifié d'un droit mort-né. C'est un droit mort avant même sa naissance. C'est-à-dire? Je m'explique. Pour deux raisons fondamentales. D'abord, en 1998, quand le projet du statut de Rome a commencé, qui a été finalement adopté en 2002, les États n'avaient pas pensé en ce moment instaurer une police internationale ou une autorité quand même qui soit capable quand même d'exécuter les décisions qui seront prises par la Cour pénale internationale. Et à ce sujet, j'ai eu même l'occasion de discuter avec Leila Sadat, que j'ai rencontrée à l'ambassade des États-Unis près le Bénin, il y a de cela 1 an. Elle est conseillère à la Cour pénale internationale, qui m'a donné raison sur ce fait, en disant que cela constitue effectivement une faiblesse pour la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale qui n'a pas cette autorité qui pourrait lui prêter main forte pour l'exécution de cette décision et de faire
recours aux États parce que quand vous lisez l'article 86 du statut de Rome, une obligation générale est faite aux États partis de prêter main forte aux décisions prises par la Cour pénale internationale. Donc la Cour pénale internationale va rester là, espérer une sortie hasardeuse de la personne visée par le mandat d'arrêt international pour pouvoir l'appréhender. Encore faudrait-il que l'État membre en question décide effectivement de prêter main forte à ce mandat d'arrêt international ou bien à la décision prise par la Cour pénale internationale. Donc voilà deux raisons pour lesquelles je disais tantôt que le droit international pénal est un droit mort-né. Alors, merci à vous. Pour finir, Rudolf Karl, est-ce que les États-Unis sauront jouer le jeu? Les États-Unis sont dans une position plutôt confortable. Les États-Unis ne sont pas États partis au statut de Rome, donc ça veut dire que eux, ils ne reconnaissent pas les compétences de la Cour pénale internationale, donc aucune obligation ne leur est faite d'arrêter Benjamin Netanyahu. Donc c'est des spectateurs qui peuvent rester à l'extérieur et suivre ce qui se joue. Donc c'est ça. Bon, la France se trouve obligée de réagir parce qu'elle est État partie au statut de Rome. Et si le Premier ministre israélien vient chez lui, il vient chez elle et qu'elle ne l'arrête pas pour la livrer telle que l'exige cet est qu'elle a ratifié, donc elle devra s'expliquer. C'est pour ça qu'elle est en train de réagir comme on l'a vu. Sinon, les États-Unis, elles n'ont pas du souci à se faire sur ce point. Elles n'ont pas de compte à rendre à la CPI, c'est ça. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette première édition du 26 minutes en Afrique et dans le monde. J'étais sur le plateau avec Rudolf Karl, journaliste, analyste, et Julio Arantino, qui est juriste spécialiste de droit pénal. Avec eux, nous avons abordé la question de la rupture de l'accord de défense Tchad-France. Quelle implication pour les relations internationales? Nous en avons discuté, mais aussi du mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu. La CPI est-elle assez puissante pour défier Israël? Vous avez eu les réponses tout au long de nos échanges. Continuez de nous suivre sur notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et via notre application iOS et Android ETélé. ETélé avec vous, pour vous.